Le royaume invisible. Une question hante l'humanité depuis la nuit des temps. Et si le paradis perdu n'était pas qu'une légende? Si ce lieu mythique, où l'immortalité et le bonheur règnent en maître, existait réellement? Depuis toujours, les peuples du monde entier nourrissent une nostalgie profonde pour cet Éden. Cette terre enchantée peuplée d'êtres surnaturels et promise à ceux qui méritent une existence éternelle de joie et de délices. Est-ce le berceau de l'humanité, situé à l'est, là où le soleil se lève, symbole de la naissance? Ou bien son lieu de repos ultime, à l'ouest, où l'astre du jour s'éteint dans une symphonie de couleurs? Ce qui est fascinant, c'est que cette quête du paradis se retrouve dans d'innombrables cultures, sous des formes diverses et variées. Les Grecs, par exemple, aspiraient à rejoindre les Champs-Élysées, domaine glorieux réservé aux âmes vertueuses. Imaginez un lieu baigné d'une lumière dorée, où les héros de l'Antiquité se promènent au milieu de prairies verdoyantes, savourant un repos éternel. N'oublions pas le jardin des Hespérides, ces nymphes du couchant, filles de la nuit, qui veillaient sur des pommes d'or conférant l'immortalité. Hésiode, le poète grec, situait ce jardin fabuleux au-delà de l'immensité de l'océan Atlantique, vers le nord-ouest, là où les vagues se brisent sur des rivages inconnus. Mais les Grecs ne sont pas les seuls à avoir rêvé de paradis terrestres. Les Romains aussi avaient leurs îles fortunées, des terres bénies par les dieux, où le climat est toujours doux et les récoltes abondantes. Quant aux Celtes, ils parlaient du pays des vivants, une île mystérieuse enveloppée de brume, où la jeunesse est éternelle et la mort n'a pas de prise. Homère, le grand poète aveugle, plaçait les Champs-Élysées à l'extrémité du monde, dans un lieu hors du temps où l'hiver n'existe pas. Un souffle océanique caresse les âmes heureuses qui y résident, loin des tourments du monde des mortels. Il évoque également les îles Fortunées, situées à l'ouest de l'Afrique, ce qui pourrait correspondre aux îles Canaries, célèbres pour leur climat printanier et leurs paysages volcaniques. Mais l'appel du royaume invisible ne se limite pas aux rives ensoleillées de la Méditerranée. Les Celtes, eux aussi, rêvaient d'un ailleurs où la mort n'est qu'un passage, une transition vers une nouvelle existence. Leurs druides, ces sages vêtus de blanc, enseignaient que les âmes ne s'abîmaient pas dans les ténèbres d'Érèbe, le royaume des morts grecs, mais qu'elles renaissaient dans un autre monde, pour animer de nouveaux corps. C'était un cycle infini de vie, une alternance éternelle entre le monde des vivants et celui des esprits. Les légendes celtes regorgent de descriptions de ces contrées merveilleuses, peuplées d'êtres immortels ayant échappé aux affres du vieillissement et de la mort. Le grand rivage, la terre des vivants, la plaine des délices, l'île des héros, la terre de jouvence. Autant de noms qui évoquent des paysages enchanteurs, où le temps semble s'être arrêté. Ces terres mystérieuses, que les premiers chrétiens appelleront plus tard la Terra Promissionis, étaient situées loin vers l'ouest, par-delà l'immensité de l'océan. On les appelait également Ibérie, l'occidentale, bien avant que ce nom ne soit attribué à la péninsule que nous connaissons aujourd'hui. Mais comment atteindre ces royaumes fabuleux? Deux voies s'offraient aux courageux. Les routes souterraines, s'enfonçant dans les profondeurs de la terre à travers des cavernes mystérieuses, et la voie maritime, tout aussi périlleuse. Il fallait pour cela s'embarquer sur des navires divins ou chevaucher des créatures marines fantastiques, capables de fendre les flots et de braver les tempêtes. L'Irlande, berceau de la culture celte,
a conservé de magnifiques légendes sur le pays des vivants. On raconte qu'il est peuplé de créatures féminines d'une beauté surnaturelle, qui choisissent parmi les mortels ceux qui auront le privilège de partager leur existence éternelle. L'idée d'un passage secret vers un autre monde, aussi réel que le nôtre, mais fondamentalement différent, a traversé les âges et nourri l'imagination des hommes. Aujourd'hui, les écrivains de science-fiction explorent avec passion le concept fascinant des univers parallèles, des réalités alternatives coexistant avec la nôtre, parfois accessibles par des portes invisibles ou des distorsions temporelles. Mais cette idée n'est pas nouvelle. Elle fait écho à des croyances ancestrales, comme celle d'une civilisation souterraine vivant dans les profondeurs de la Terre. Ce monde serait peuplé par des êtres étranges, adaptés à l'obscurité et aux pressions colossales, évoluant dans des cités creusées dans la roche, ignorant tout du monde extérieur. Les légendes irlandaises pourraient-elles avoir une origine plus concrète? Serait-elle le fruit de rencontres fortuites entre les anciens navigateurs celtes et des civilisations inconnues? L'hypothétique Atlantide, engloutie sous les flots, ou bien le continent américain, atteint par des explorateurs audacieux bravant l'immensité de l'océan? Les traditions galloises, quant à elles, décrivent avec une profusion de détails merveilleux l'île d'Avalon, le pays des pommes enchantées. Ce lieu paradisiaque, également présent dans la mythologie grecque, est gouverné par une vierge royale, une grande prêtresse détenant un pouvoir mystique. Ses habitants, unis par un lien profond, vivent dans l'abondance et l'harmonie, à l'abri de la souffrance, de la maladie et de la vieillesse. Au XIIIe siècle, les Gallois nourrissaient encore l'espoir du retour du roi Arthur, qui aurait trouvé refuge à Avalon après avoir conquis l'immortalité. Tel un messie, il reviendrait un jour libérer sa patrie du joug des Saxons. Cette croyance rappelle les traditions bibliques sur Élie et Enoch, enlevés au ciel sans connaître la mort, ou la légende nordique d'Ogier le Danois, endormi dans les profondeurs d'un château ou sous un tertre, attendant le moment de son réveil. La redécouverte du paradis terrestre et la reconquête de l'immortalité sont intimement liées dans l'imaginaire collectif. Face aux épreuves et aux souffrances de l'existence, l'homme n'a de cesse de rêver d'un Éden où il pourrait enfin connaître la paix et la sérénité, affranchi de la vieillesse et de la mort. Et partout dans le monde, un espoir persiste. Celui de pouvoir atteindre un jour ce séjour glorieux où l'immortalité est promise. Sur les traces des héros. Les légendes du monde entier célèbrent les exploits des héros, ces êtres d'exception qui ont osé braver l'inconnu pour atteindre le paradis terrestre. Leurs aventures extraordinaires, empreintes de courage et de sagesse, nous inspirent et nous invitent à dépasser nos propres limites. Au-delà de leur symbolisme ésotérique, ces récits témoignent d'une aspiration profonde de l'humanité, la reconquête de l'immortalité glorieuse. Les mythes grecs et celtes regorgent de descriptions éblouissantes de l'île sainte primordiale, de l'antique Thulé, appelée aussi Elixioia, l'île de cristal, l'île des pommes d'or. Cette île merveilleuse était baignée d'une lumière éternelle. Ses arbres portent des fruits d'or et les fleurs exhalent des parfums enivrants. C'est là que se trouve la source d'immortalité, permettant à une élite héroïque d'échapper aux contraintes du monde matériel et de retrouver l'état surhumain qui précédait la chute. Pour atteindre ce lieu sacré, les héros devaient surmonter d'innombrables épreuves et affronter des créatures redoutables. Mais la récompense était à la hauteur de leurs efforts, la fontaine de jouvence,
capable de restaurer la jeunesse et d'accorder la vie éternelle. Ce mythe, présent dans de nombreuses cultures, se retrouve également dans les traditions arabes. La fontaine d'Ilia, d'Eli ou de Khéder, située à l'extrémité du Modalam, la mer obscure et ténébreuse, aurait été découverte par le prophète Mohammed lui-même, qui y aurait bu l'eau de la vie éternelle. Au cours de l'histoire, d'innombrables explorateurs et aventuriers se sont lancés à la recherche de cette fontaine mythique, guidés par une foi inébranlable en son existence. Même au XVIe siècle, alors que la Renaissance s'épanouissait en Europe, certains croyaient encore fermement en la réalité de ce trésor caché. Il est intéressant de noter que certaines traditions, notamment celles liées à l'ésotérisme et à l'occultisme, situent le paradis terrestre en Tartarie, cette vaste région d'Asie centrale qui a toujours fasciné les amateurs de mystère. Imaginez ces steppes infinies, ces montagnes enneigées, ces cités légendaires cachées au cœur du continent. Mais revenons à la conception gréco-celtique du paradis, situé aux confins occidentaux du monde connu. Pourquoi est-il si difficile d'y parvenir? Quels obstacles se dressent sur la route des voyageurs téméraires? Au 1er siècle de notre ère, des auteurs comme Tertullien et Isidore de Séville croyaient encore que le paradis terrestre était séparé du monde habitable par une zone impénétrable, encerclée d'une muraille de feu. Cette croyance, aussi fantastique soit-elle, perdurera pendant des siècles, alimentant les craintes et les superstitions. Malgré ces dangers, quelques rares élus auraient réussi à braver les périls et à atteindre le royaume paradisiaque. Dans la tradition chrétienne, ce sont souvent des saints qui accomplissent cet exploit. L'histoire de la vie du bienheureux saint Arano, une chronique espagnole populaire, raconte les voyages intrépides de ce saint jusqu'au légendaire paradis terrestre. Le brave saint Arano, affrontant des mers glaciales et des tempêtes déchaînées, était guidé par une foi inébranlable. Il parvient finalement devant un palais magnifique, situé aux portes du paradis, mais il ne lui est pas permis d'entrer dans le jardin des délices éternelles. Un autre récit médiéval, tout aussi poétique, est celui du moine d'Evesham, en Angleterre, 1196. Accompagné de saint Nicolas en personne, il visite le purgatoire, l'enfer et le paradis, nous offrant un aperçu fascinant de l'au-delà. Mais la plus célèbre de ces chroniques édifiantes est sans doute celle des voyages de saint Brendan, saint Malo et leurs compagnons, d'audacieux moines irlandais. En 565, après avoir navigué pendant des années vers l'ouest, saint Brendan et son équipage auraient atteint une île fabuleuse abritant l'entrée du paradis terrestre. Leur périple est semé d'embûches, monstres marins, îles enchantées, tempêtes apocalyptiques. Finalement, saint Brendan parvient à l'île d'Ima, entouré d'un mur d'or transparent comme du verre et étincelant comme un miroir. Que se cache-t-il derrière cette barrière mystérieuse? L'ère des grandes découvertes. L'ère des grandes découvertes, à l'aube de l'époque moderne, a ravivé le rêve de la reconquête de l'Éden perdu. Saviez-vous que Christophe Colomb lui-même, selon le professeur Sten Bodvar Liljegren de l'université d'Uppsala, aurait été influencé par de vieilles traditions kabbalistiques dans sa quête du paradis terrestre et de la source des premières civilisations? Une question fondamentale se pose alors. Les récits de voyages au paradis terrestre ne seraient-ils pas le reflet de la découverte de régions réelles, enjolivées par l'imagination et le temps? Le paradis, dans cette optique, aurait pu être retrouvé un peu partout sur le globe. Certains ont même tenté de rationaliser le mythe adamique. Dans un ouvrage publié à Madrid en 1815, Don Juan Bautista de Hierro affirmait que la langue parlée par Adam au paradis
n'était autre que le basque. Les navigateurs antiques et médiévaux, émerveillés par leur découverte, ont contribué à alimenter ces légendes. Les Gallois, par exemple, peuplaient l'autre côté de l'Atlantique de merveilles et de mystères. C'est là qu'ils situaient le pays des Cides, avec sa fontaine de jouvence, peut-être un lointain souvenir de voyage vers l'Amérique et des îles verdoyantes bordant le Gulf Stream. Même après sa redécouverte, le Nouveau Monde est resté un territoire de tous les possibles, où l'on cherchait la fontaine de jouvence, l'Eldorado et autres cités perdues. L'étude des légendes et traditions révèle souvent un fond de vérité historique, l'écho de migrations et d'événements remontant parfois à la préhistoire. Les peuples ont toujours été en mouvement, explorant la planète, se croisant et s'influençant mutuellement. Comme le dit si bien un proverbe, « Il n'y a pas de nouvelles terres, seulement des terres nouvelles à nos yeux ». Et si les îles fortunées des anciens n'étaient autres que les Antilles? Il est fort possible que des navigateurs grecs et phéniciens aient atteint ces îles paradisiaques dès l'Antiquité, bien avant Christophe Colomb. Quant aux Irlandais, ils auraient exploré les Antilles, le Canada, le Mexique et peut-être même le Pérou dès les premiers siècles de notre ère. Les récits des voyages de Saint Brendan contiennent des éléments géographiques troublants. L'île où paissent des brebis toutes blanches et grosses comme des bœufs pourrait correspondre aux Andes et à ces lamas. L'île aux oiseaux et l'île voisine évoquent irrésistiblement les îles des Caraïbes avec leur faune exotique. La mystérieuse île de Saint Brendan, recherchée en vain par tant de navigateurs, et pourtant présente sur de nombreuses cartes du XIVe au XVIIIe siècle, serait donc une région imprécise de l'Amérique. En revanche, les découvertes de Saint Brendan dans les régions arctiques semblent plus certaines. Il aurait atteint l'île Jan Mayen, avec son imposant volcan, le Berenberg, alors en pleine éruption. Figurez-vous la ténacité de ces moines irlandais, défiant les mers glaciales et les tempêtes pour atteindre ces terres désolées et fascinantes. L'attrait des Européens pour les contrées nordiques, terra incognita pendant des millénaires, est un phénomène ancien. Même des régions comme l'Allemagne et les Pays-Bas étaient nimbées de mystères à cette époque. Charles-Joseph de Grave, dans son ouvrage République des Champs-Élysées, situait les Champs-Élysées et l'enfer des Anciens dans le nord de la Gaule et les îles du Rhin. Mais c'est dans les régions hyperboréennes, Scandinavie, Islande, Laponie, Groenland, que cette fascination atteint son apogée. Les aurores boréales, le soleil de minuit, les paysages grandioses et désolés, autant de phénomènes qui ont frappé l'imagination des premiers explorateurs venus du Sud. Brèche vers d'autres mondes. Comme nous l'avons vu, de nombreux récits de découverte du paradis terrestre s'expliquent par la connaissance, parfois embellis par l'imagination, de régions bien réelles. Mais certaines légendes sont plus troublantes, car elles décrivent des contrées qui semblent exister hors de notre réalité géographique. S'agirait-il d'indices sur l'existence de univers parallèles, comme ceux explorés par la science-fiction? L'hypothèse est fascinante. Et qui sait si la science ne confirmera pas un jour ce que les mythes suggèrent depuis des siècles? Prenons l'exemple de la mer du Nord, au nord de l'Écosse. Selon certaines traditions, cette zone serait un lieu magique où les navigateurs risquent de se perdre dans d'étranges dimensions peuplées de créatures démoniaques. Imaginez ces navires engloutis par des brumes surnaturelles, transportés dans des océans dans lesquels les lois de la physique n'ont plus cours.
On raconte également que certaines cavernes, dissimulées en Islande, dans les montagnes de l'Arizona ou encore dans le sud de l'Angleterre, serviraient de porte d'accès à d'autres plans de réalité. Ces passages secrets permettraient de voyager dans le temps, de communiquer avec des époques lointaines, voire d'atteindre d'autres planètes. Bien sûr, il est impossible de confirmer l'existence de tels phénomènes. Nous sommes ici en plein cœur du mystère, à la frontière entre le réel et l'imaginaire. Mais n'est-ce pas là tout le charme des légendes? La quête du paradis terrestre est souvent associée à des figures bibliques. Selon un manuscrit de la Bibliothèque nationale, les voyages du sieur Bertrandon de la Broquière, Caïn, le premier meurtrier de l'histoire, se serait réfugié dans le pays de Nod, ou de Naïd, un lieu dont le nom viendrait de l'hébreu Nad, signifiant « errant ». Dans ce pays inconnu, Caïn aurait bâti la cité extraordinaire d'Anushta, demeurée jusqu'ici inaccessible aux explorateurs. C'était une ville perdue au cœur d'un désert, d'un royaume invisible, hanté par le souvenir du crime originel. Une autre tradition, encore plus étrange, nous vient des 1001 nuits. Les légendes arabes situent la sépulture d'Adam dans la mystérieuse caverne de Magaret al-Konous, sur la montagne des enfants de Dieu, au cœur du paradis terrestre. Magaret al-Konous est une expression arabe qui signifie littéralement « la grotte des trésors ». Dans les contes des 1001 nuits, cette caverne est décrite comme un lieu fabuleux et mystérieux, rempli de richesses et de merveilles. Elle est souvent associée au paradis terrestre ou à d'autres lieux légendaires. C'est là que Rocaille, le fils préféré d'Adam, aurait construit le tombeau de son père. Des automates perfectionnés, animés par des talismans magiques, y accompliraient toutes sortes de tâches dans un silence impressionnant. Imaginez ces êtres mécaniques, œuvrant sans relâche dans les profondeurs d'une caverne cachée au paradis. Les traditions arabes populaires mentionnent des êtres qui peuplaient l'univers avant même l'arrivée d'Adam. Ils parlaient une langue inconnue, le bi-alban, et auraient été rencontrés par Adam lors de son arrivée sur l'île de Serendib, peut-être Ceylan, l'actuel Sri Lanka. Parmi eux, le peuple des hommes à tête plate, originaire de l'île de Moucham, l'une des Maldives. Qui étaient ces êtres étranges, aux coutumes et à l'apparence si différentes de celles d'Adam? Mais les légendes ne se limitent pas à notre planète. Les pythagoriciens, philosophes et mathématiciens de la Grèce antique, avaient développé la théorie fascinante de la contre-Terre. Selon eux, une planète jumelle occuperait l'autre foyer de l'orbite elliptique de la Terre autour du Soleil. Invisible depuis la Terre, car constamment cachée par le Soleil, cette planète sœur serait un monde aussi réel que le nôtre, probablement même habité. Certains mythes rabbiniques vont encore plus loin. Ils postulent l'existence de deux planètes noires, associées au mal et à l'enfer. Lilith, démon féminin de la tradition juive, serait liée à une terre noire située en opposition à la lune. Hécate, déesse grecque de la magie et des enfers, serait quant à elle la lune noire, ayant pour correspondance Diane sur terre et Proserpine aux enfers. On retrouve ici un mélange fascinant de mythologie grecque et juive, témoignant de la richesse des traditions ésotériques. Ces spéculations sur des mondes cachés et des planètes invisibles montrent à quel point l'imagination humaine est capable de dépasser les limites du monde connu. Et si ces légendes cachaient une part de vérité? Les peuples des profondeurs. Et si, sous nos pieds, se cachait un autre monde? De nombreuses cultures font mention de peuples mystérieux vivant dans les entrailles de la Terre. En Asie centrale,
le mythe de l'Agartha décrit un royaume souterrain peuplé d'êtres évolués. En Islande, en Californie et dans bien d'autres régions du monde, des légendes similaires circulent depuis des siècles. Des peuples auraient choisi de se réfugier sous terre pour échapper à des catastrophes ou à des conflits. Les Tuatha des légendes irlandaises, les Damas de Nouvelle-Guinée, autant de noms qui désignent ces êtres ayant rompu tout contact avec le monde extérieur. Mais parfois, le voile se lève. Les traditions celtiques d'Irlande racontent que, lors de la nuit de Samhain, le 31 octobre, les hommes peuvent entrer en contact avec le petit peuple, une race humaine vivant désormais sous terre. La nuit de Samhain est une fête celtique très importante qui marquait la fin de l'année et le début de la saison sombre. Elle est considérée comme l'ancêtre d'Halloween. Le nom de cette fête est celui du dieu celte de la mort. La fête était donc associée à la mort, mais aussi au renouveau. Lévi Brühl, célèbre ethnologue, a étudié ces mythes et a constaté des similitudes avec des croyances polynésiennes. Des récits de voyages dans les entrailles du globe existent un peu partout. En Wallonie, on raconte que le menhir appelé Pierre du Diable, près de Namur, cache un souterrain menant à de prodigieux abîmes telluriques. En Irlande, le purgatoire de Saint-Patrice, situé sur une île du lac de Derg, était un lieu d'initiation souterraine très populaire jusqu'à l'époque de Christophe Colomb. Fantastique ces initiations dans les profondeurs de la terre. Le candidat, après une longue préparation de jeûne et de prière, devait affronter les supplices de l'enfer et les tourments des démons. Il traversait ensuite une colonne de feu avant d'atteindre le paradis terrestre, séjour de transition entre le purgatoire et le ciel. Saint Patrick lui-même aurait révélé ce lieu à ses fidèles, promettant le salut à ceux qui en sortiraient victorieux. Il y a 3 siècles, le trou de Saint Patrick fut bouché sur ordre des autorités religieuses, inquiètes de la persistance de ces rites d'origine pré-chrétienne. Mais un pèlerinage subsiste sur Station Island, l'une des îles du Lough Derg. Les Irlandais y accomplissent 3 jours d'exercice religieux, ignorant qu'ils perpétuent les rites préparatoires d'anciens mystères celtiques christianisés. L'utilisation rituelle de cavernes est un phénomène très ancien. Ces traditions sur les mystères telluriques donnent naissance à une véritable géographie du monde souterrain, avec ses régions, ses astres. Mythes et réalités s'entremêlent pour créer un univers fascinant. Au centre du monde, selon la mythologie scandinave, se dresserait un arbre gigantesque, reliant la terre et le ciel, source de toute vie. Cette mythologie offre un exemple de cosmologie fabuleuse, organisant la réalité visible et invisible selon une hiérarchie complexe. L'idée de monde souterrain nous amène à évoquer l'Agartha, ce royaume fabuleux décrit par la théosophie. Il s'agirait d'un réseau de cités souterraines s'étendant sous les montagnes du Tibet et les déserts de Mongolie, où vit un peuple d'initiés, détenteurs d'une sagesse ancestrale et de technologies avancées. Ferdinand Ossendowski, dans son livre « Bêtes, hommes et dieux », rapporte des témoignages qui semblent provenir des traditions lamaïques d'Asie centrale. Des dignitaires mongols lui auraient révélé l'existence de l'Agartha, un royaume souterrain peuplé de millions d'habitants et gouverné par le roi du monde. Selon ces récits, il y a plus de 6000 ans, un homme et sa tribu auraient disparu sous terre pour ne jamais revenir. La science s'y serait développée en paix, à l'abri des conflits et des destructions. Les habitants de l'Agartha auraient atteint un niveau de connaissance supérieur, maîtrisant des technologies insoupçonnées. Ossendowski mentionne également l'existence d'anciens continents engloutis, l'Atlantide et la Lémurie, dont les habitants auraient trouvé refuge dans le royaume souterrain. Les cavernes seraient éclairées par une lumière
permettant la culture de plantes et assurant une longue vie sans maladie. Les habitants de l'Agartha posséderaient des pouvoirs extraordinaires. Ils pourraient assécher les mers, transformer les continents en océans et déplacer les montagnes. Ils se déplaceraient à grande vitesse dans des véhicules inconnus, sillonnant les entrailles de la planète. Face à ces récits extraordinaires sur l'Agartha, la science reste prudente. Aucun savant ne peut affirmer avec certitude s'il s'agit de réalités tangibles ou de symboles au sens ésotérique. Pourtant, certains occultistes occidentaux n'hésitent pas à prendre position. Un ouvrage publié à Paris en 1947 prétend même avoir été rédigé par le souverain de l'Agartha en personne. L'Auguste Mahashohan Kut-Umi Lal Singh, de l'Agartha Sangha, seigneur de Shambhala. Shambhala, capitale de l'Agartha, est décrite comme un lieu d'une splendeur incomparable, où règne la sagesse et l'harmonie. Le roi du monde, être d'une grande spiritualité, y guiderait l'évolution de l'humanité. L'ouvrage en question développe les principes de la philosophie agarthienne, basée sur la fraternité, la justice et l'amour universel. Il appelle l'humanité à se tourner vers la spiritualité pour éviter l'autodestruction. Difficile de commenter de telles affirmations sans tomber dans la spéculation. L'Agartha reste un mystère, un monde à la fois proche et inaccessible, qui continue de fasciner et d'intriguer. Ainsi s'achève notre premier voyage à travers les contrées mystérieuses des civilisations inconnues. Des îles fortunées aux cavernes de l'Agartha, nous avons exploré les légendes et les traditions qui nourrissent l'imaginaire de l'humanité depuis des millénaires. Mais ce n'est qu'un début. Dans le prochain épisode, nous plongerons au cœur des mythes et des ésotérismes pour découvrir ce que révèlent les vieilles traditions sur les civilisations disparues. Saviez-vous que des récits du monde entier font mention d'une race primitive glorieuse, mi-divine, qui aurait régné sur Terre avant de connaître un cataclysme terrible? Ainsi, restez curieux et préparez-vous à explorer les secrets des origines de l'humanité et à percer les mystères des anciennes civilisations. À bientôt. Bye, bye.